Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Nauroy. Tu es directeur du design et de la marque chez Native Union et le nouvel invité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Fabien, bonjour. Bonjour Paul, c'est moi qui te remercie. Bah écoute, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, ça va être une discussion un peu différente que celle que j'ai l'habitude d'avoir, qui est beaucoup plus orientée sur le design digital. Tu m'as fait l'honneur de pouvoir, d'accepter cette invitation pour parler de design produit et d'un produit qu'on a tous un peu dans notre poche pour certains, et puis en tout cas qu'on utilise au quotidien. Et ça va être hyper intéressant de discuter de tout ça. Et puis moi qui est beaucoup plus orienté digital, découvrir le design produit physique, c'est hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, on va discuter de la création de Native Union, ce que vous faites et les move design que vous avez réussi à faire pour faire partie des partenaires forts d'Apple, pour aujourd'hui être reconnu en tout cas dans les différents Apple Store pour proposer des accessoires hyper intéressants. On va parler aussi de la relation avec la Chine, comment ça se passe pour créer vos produits, et puis parfois l'image un peu biaisée ou mauvaise qu'on peut avoir. Et donc, tu nous diras un petit peu ce que tu en penses. Et puis voilà, globalement, on va discuter de design et des convictions design en filigrane qui sont en toi et qui te motivent tous les jours à te lever le matin. Ça te va ? Ouais, ça me va très bien. Écoute, je vais essayer. Effectivement, comme tu le disais en intro, moi j'ai une formation plutôt de designer industriel, un designer produit non digital, même s'il y a un peu d'aspect digital dans ce qu'on fait. Donc je vais essayer d'être le plus pertinent pour ton audience et j'espère pas vous perdre. Trop bien, parfait. Écoute, la première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quel moment toi tu découvres le design dans ta vie et que tu te dis, tiens, c'est le métier, le futur de ma vie. Ouais, c'est arrivé assez tardivement en fait. Je pense que comme beaucoup d'adolescents, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et, j'ai des souvenirs assez clairs de rendez-vous avec des conseillers d'orientation au lycée quand tu dois choisir ta filière. Moi, j'étais pas un élève très studieux, mais par contre, j'avais plutôt des facilités dans les matières scientifiques. Et notamment, j'avais une passion pour toute la biologie, ce qui était SVT. Donc, naturellement, on m'orientait vers là. Et je m'apprêtais à faire une fac de bio. Et en fait, c'est ma mère qui, je la remercie d'ailleurs, m'a orienté en me disant, tu as quand même toujours eu un aspect voilà, créatif et aimé dessiner. C'est vrai que depuis tout petit, je dessine. Et donc, il a essayé de me challenger un peu dans mes choix. Ouais. Et en fait, elle avait un ami dont son fils avait fait une école de design industriel. Et il travaillait chez Puma en Allemagne. Elle me l'a présenté. Et j'ai trouvé ça super cool, un mec qui dessine des chaussures en Allemagne. Et j'ai commencé à creuser le sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai plongé vraiment dans l'univers du design. Donc, ouais, et donc, tu rentres dans une école spécialisée ? Ouais, je rentre dans une école à Paris qui s'appelle Créapol, qui est à la base une école de design industriel, maintenant qui est un peu plus globale. Je prends d'abord une année de césure, je pars en Australie après mon bac. Encore une fois, cette chance-là, mes parents m'ont laissé faire ça. Et donc j'ai fait en fait une année qui s'est écourtée parce qu'on a rapidement pas eu assez d'argent pour faire une Ouais, année. parce qu'après, il faut aller travailler dans les champs et c'est peut-être pas. C'est ça. Non, à l'époque, il n'y avait même pas les working holidays. On travaillait au black dans des backpackers. Et on a fini en Indonésie, à Bali, pour essayer de gagner un peu dans notre coût de vie.
Oui, j'étais un digital nomade avant l'heure, mais il y avait tout Ouais, Internet en 2003. Mais voilà, blague à part, ouais, je suis rentré en école en 2004 sur Paris. d'accord. Donc là, tu fais Créapol, mais assez vite dans ta carrière, t'es quand même quelqu'un qui voyage beaucoup, et qui va passer une partie de sa vie à l'étranger. Euh, Ouais, Raconte-moi un petit peu justement après l'école, tu deviens, ok, t'es designer industriel. alors, encore une fois, c'est un peu le hasard, le voyage. Enfin, c'est marrant que tu dises je voyage beaucoup. Moi, le voyage en Australie, c'était mon premier voyage. Voilà, je viens d'une famille où on ne faisait pas des grands voyages quand j'étais enfant. Ouais, Euh, et j'ai tu grandi. rattrapes, euh, tu Et en rattrapes fait, le temps. non, le hasard, j'ai envie de m'évader, je pense. Je sors du lycée avec un très mauvais niveau de l'anglais, comme beaucoup de Français. Voilà, je m'appuyais sur les matières scientifiques et c'est vrai que je ne faisais pas trop d'efforts dans les autres matières. Et je me rends compte que j'ai des vraies lacunes, donc c'était la raison de l'Australie. Je reviens de l'Australie avec un niveau moyen et en fait, je rentre en école. Et la chance de cette école, c'est qu'ils ont un fort réseau, notamment un réseau international. On me propose des stages à l'international et c'est comme ça que Wow. je découvre Hong Kong. Mais à la base, c'était voilà, c'était pas forcément un choix de vie. Je m'étais pas dit j'irai m'installer et vivre à l'étranger. Et effectivement, ce stage de 6 mois s'est transformé en 11 ans de vie à Hong Kong, puisqu'on est rentré avec ma femme et mes enfants en 2019. Et donc là, tu fais quoi à Hong Kong? Raconte-nous un petit peu. Parce que en fait, c'est ce qui va aussi créer pour Native Union, enfin, c'est grâce en tout cas à ton intervention et à ton réseau que tu vas pouvoir aussi aider l'évolution de Native Union. Donc, est-ce que tu Ouais, peux nous j'espère, expliquer? j'espère. Moi, je suis pas fondateur, hein. On va dire, j'ai un statut de premier employé. Ouais, Donc, le fondateur, il s'appelle Igor Duc et qui était déjà à Hong Kong avant moi. Moi, je suis pas arrivé à Hong Kong pour Native Union, donc j'ai fait mon alternance de master à Paris chez Packard Bell qui venait d'être racheté par Acer. Donc, j'étais plutôt dans les ordinateurs, le design d'ordinateurs et le smartphone à l'époque. Et, euh, ok. et en fait, Ouais, j'ai comme quoi. rencontré Igor. Ouais, il y avait déjà un lien. Et en fait, d'ailleurs, mon sujet de master était déjà sur les smartphones. C'était pour Nokia, c'était l'époque en 2009 où Nokia était les rois du monde sur les smartphones. Et j'ai rencontré Igor un peu par hasard, mon coloc de Hong Kong, Arnaud, que j'embrasse d'ailleurs. Je te dis que je partais en vacances demain, c'est ses 40 ans qu'on va fêter, Ok. euh, qui lui est réunionnais et aime bien le surf. Et me dit un week-end, je vais surfer à Lantao. Il y a rarement des vagues. J'ai jamais surfé de ma vie, mais je lui dis vas-y, je viens. Et dans le Donk Ferry, je rencontre Igor, qui commence à me pitcher une start-up de tech, hardware, d'accessoires, et une nouvelle vision sur de l'accessoire un peu haut de gamme, essayer de, voilà, dans un marché qui est dominé par le bas des produits. Et ça me parle, tout ce qu'il me dit, ça me parle. Et voilà, et quelques mois après, je l'ai rejoint. Je commence à freelancer d'abord, et puis quelques mois après, je l'ai rejoint, et donc on monte Native C'est Union. c'est magique parce que si, si, si t'étais pas allé faire du surf là-bas, tu serais Ouais, complètement. Ouais. Bah comme après, quoi. je crois que la vie, c'est une série de hasards, quoi. Après, il faut se... Ouais, ouais, mais c'est facile de regarder en arrière et tout ça paraît logique. Moi, clairement, mon parcours, j'ai eu l'occasion d'en parler quand je rencontre des étudiants, si je fais des interventions dans mon ancienne école ou des Ouais. conférences, mon parcours, il était un peu chaotique, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prévu en avance. Il y a des gens qui ont une vision sur 5-10 ans et qui savent se projeter. Moi, je me suis vraiment laissé porter et je pense qu'il y a eu un mix de chance, probablement un peu de travail au bon moment qui ont fait. Ouais, de rencontres, de pas avoir peur de aller en mode yes man. Exactement, Je vais faire du surf alors que je sais pas en faire. Et puis c'est ça, c'est c'est ça. une D'ailleurs, porte qui j'étais t'a très ouvert. ce jour-là, j'ai pas pris une vague, j'ai failli mourir. Mais, mais j'ai rencontré Igor, donc c'est cool. Et Igor qui est devenu ouais, c'est une personne avec qui je travaille depuis tellement d'années maintenant qu'on s'est rapprochés. Euh, et ben voilà, qui est même maintenant un associé parce qu'il m'a gentiment donné une part de capital minoritaire. Et, Bien euh, sûr. et effectivement, lui, Igor, il a donc pour son histoire, c'est que il avait une société d'édition de mobilier. Ok. Donc, il avait déjà une sensibilité produit, mais il n'est pas designer. Il a une formation plutôt d'école de commerce. Et donc, il a monté ce projet à côté, qui a grossi plus vite que prévu. Il a eu envie de monter un design de studio interne très vite, d'internaliser le design. Donc, c'est là qu'il m'a demandé de le rejoindre. Et donc, moi, je suis arrivé en tant que premier employé
poser les bases, recruter les premières personnes, essayer de définir, comprendre, l'écouter, comprendre sa vision et définir une première brand stratégie et voilà, essayer de commencer à poser les bases un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, bah, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Native Union pour ceux qui connaissent pas, Bien sûr. et aujourd'hui ce que vous faites, et ensuite après on reprendra un peu bah, la façon dont vous avez progressé au cours de ces 10 dernières années. Bien sûr, avec plaisir. Bah, du coup, on est une marque avant tout, donc une marque d'accessoires tech, donc a été créée à Hong Kong en 2009, il y a 15 ans. Très vite, on s'est positionné plutôt comme une marque premium. On n'est pas du tout du luxe, hein. Le but, c'est que ça reste abordable, mais premium dans le sens où on s'embête un peu sur les détails, les matières. On avait envie d'apporter finalement cette sensibilité qu'avait Igor dans le mobilier. La Euh, durée de vie, j'imagine. la durée de vie, la qualité, effectivement, la longévité. Comme je te le disais, dans un écosystème. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans son discours, c'était finalement, à l'époque, on était encore dans l'époque des BlackBerry et des premiers iPhones. On se rendait compte de la 3G arrivée, on se rendait compte qu'on allait pouvoir faire plein de choses avec nos smartphones, ce qui n'était pas vrai avant, hein. Avant, on était quand même Mm. très limité par le réseau. Et donc là, on commençait à avoir un monde où on allait pouvoir travailler en mobilité à distance avec son téléphone. On a commencé à prendre l'école, envoyer des emails. Alors l'école, on n'y était pas encore. Il y avait le début avec Skype. Et finalement, tout l'écosystème d'accessoires, lui, son discours, c'était ces objets sont en train de rentrer au centre de nos vies. Aujourd'hui, on le voit, ils sont très présents, même peut-être trop présents. C'est un autre sujet. Et donc son pitch c'était c'est pas possible que voilà l'écosystème d'accessoires actuel qui est de faible qualité à produire en masse etc comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter voilà plus de durabilité plus de qualité tu l'as dit mais aussi une meilleure expérience donc il y avait aussi un travail d'usage et moi ça m'a bien accroché on a commencé ça écoute modestement j'ai envie de dire en faisant des essais en se trompant comme tout le monde on a fait plein de trucs au début et puis petit à petit, on a eu quelques design awards, on s'est fait remarquer un peu de presse. Euh, on a approché Apple, Igor a approché Apple parce qu'il a toujours été un Apple fanboy, on va dire. Et, il a un vrai respect, en tout cas pour ce qu'ils ont construit sur la partie tech. Et on a eu la chance de rentrer en Apple Store, ça c'était en 2013, je pense. C'est vrai que Et, c'est une validation. et justement, ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que moi je vois aussi toute une vision assez éthique du design. Euh, dans ce que vous produisez. Et ça, c'était quand même assez rare dans le design produit où beaucoup de plastique, on jette, etc. Et là, c'est un peu une vision assez différente. Est-ce que justement, pour rentrer en Apple Store, pour rentrer en contact avec Apple, j'imagine donc Igor a dû dormir à Cupertino quelques jours devant le siège et bref, faire un gros travail. Mais j'imagine aussi qu'il faut arriver avec du design assez fort, des partis pris assez forts. Qu'est-ce qui a fait que ils vous ont fait confiance selon toi? Je sais qu'il y avait de mémoire, tu m'avais parlé euh, euh, de la coque en bambou, c'est ça? Ouais, en bois, on avait fait une En coque. Ouais, je bois. pense en fait, il y avait ça. Au tout début, on est rentré avec un speaker portable qui Mhm. s'appelait Switch, qui est un des premiers produits que j'ai dessiné quand je suis arrivé chez Native Union. Et c'était l'époque où il y avait voilà, une explosion de la musique en mobilité avec le Bluetooth, etc. Ouais. Et nous, on avait une approche ouais, très minimaliste. On avait déjà posé les bases du design language chez Native Union. Voilà, Dieter Rams, toutes ces grandes figures du design industriel. Donc le Bauhaus, c'est un style presque brutaliste. Moi, j'ai même en inspiration en architecture Tadao Ando, ou même voilà tout l'univers du mobilier dont venait Igor, hein, Mhm. que ce soit le Hey, Müller Van Severen, qui est un designer que j'adore aussi, tout ça. Ça, c'était très nouveau en fait. Ces codes-là, on les a mis sur des produits dans la tech. C'était très nouveau. Je pense que ça leur a parlé. Il ne faut pas oublier que chez Apple, même si nous, on n'était pas en contact avec l'équipe design d'Apple. On a eu après, par le futur, des contacts avec l'équipe design d'Apple, mais pas au début. Et il y a quand même vachement ça dans leur ethos. Johnny Ive, c'est un gros fan de Dieter Rams aussi. Je pense que ça a aidé. Ils se sont dit, tiens, il y a un truc intéressant chez ces petits gens-là qui font ça à Hong Kong, qui s'amusent. Et après, le deuxième truc qui nous a vraiment aidé à créer du lien et à exploser, je pense, enfin, à exploser, en tout cas à avancer, à grandir avec eux, c'est le fait qu'on était basé à Hong Kong. Et il y a peu de marques en Apple Store. Les marques sur Apple Store, souvent des marques américaines ou des marques européennes. Et en fait, le fait qu'on soit à Hong Kong, on avait le bureau de design, les ingénieurs,
à 2 heures de train des sites de prod. D'ailleurs, Apple nous a même aidé, ils nous ont ouvert des portes avec des fournisseurs plus gros qu'on n'aurait pas pu avoir à l'époque. Et ça a fait une synergie où on était très efficace en fait. Les merchants, donc nos contacts dans Apple Store, nous sortaient des briefs, des pitchs. Pendant un moment, tout le pipeline était presque drivé par Apple. On sortait d'un meeting, ils nous donnaient des pistes de recherche. Et une semaine après, on arrivait avec des concepts en 3D. Une semaine après, on arrivait avec des prototypes. Et c'est vrai que cette rapidité, cette efficacité-là, ça n'a permis de créer un lien de confiance assez fort. Et peut-être que c'est ça qui a fait la différence. Je sais pas, c'est un mix de plein de choses après. Ouais, j'imagine. Tu me parlais de design language. Ouais. J'avoue que je connais pas. Est-ce que tu peux justement, c'est quoi? C'est une sorte de guideline de la Oui, façon dont vous voyez le design chez Native Union, c'est ça? oui, ouais, Citer après plein de gens qui t'inspirent. c'est un grand mot. Je pense que c'est ce que tu appelles plutôt ce que tu auras plus l'habitude d'entendre en UX UI, en produits digitaux, numériques, c'est tout le système, quoi. Donc une série de règles qui vont faire qu'il y aura une certaine cohérence. D'accord. À la fois sur le visuel, le CMF. Donc CMF en design industriel, ça va être couleur, matière, finishing. Ouais. Donc tu parlais de bois, voilà, tu parlais de matière. C'est vrai que nous, on a très vite intégré des matières naturelles, ce qui n'était pas du tout. On a même fait des coques d'iPhone en marbre à un moment donné, parce qu'il y avait toute une mode du marbre en design intérieur. Ok. Donc ça, c'est un aspect. Puis après, il y a tout l'aspect plutôt fonctionnel, hein. Donc souvent en design industriel, on parle de forme-fonction, du couple forme-fonction. Donc c'est un peu le UX UI du design numérique. Ok. Donc toute la partie fonctionnelle où il va y avoir des scénarios d'utilisation. Je te disais, on a fait une petite introduction pour discuter. Je te parlais d'un produit qui pour moi résume bien ça sur la partie fonction. C'est un câble de charge qui s'appelle Night Cable, qui est un des premiers câbles de charge qu'on a fait. Donc j'ai pas trop parlé de ce qu'on fait concrètement, mais donc on fait des accessoires pour les devices Apple en général. D'ailleurs pas que Apple aujourd'hui, mais à la base c'était ça. Donc l'iPhone, l'iPad, le MacBook, et on va faire à la fois des accessoires qui vont permettre de protéger, de transporter, donc des coques, des housses, etc. Ou des petits organisers pour mettre ce chargeur. Et puis des accessoires qui vont permettre de charger. C'est vraiment les deux grandes catégories. Et donc dans la charge, il va y avoir tout ce qui est station de charge sans fil, tout ça. Et puis il va y avoir aussi des câbles, des produits aussi simples et basiques que les câbles. Et les câbles, c'est un case study, moi, que j'aime bien, parce que je me souviens très bien, justement, après ce programme de case en bois dont tu parlais, qui a été un des premiers programmes qui a bien marché en Apple Store pour nous. Donc, à l'époque, on parlait à Apple, les achats n'étaient pas centralisés encore à Cupertino, ils avaient un bureau à Shanghai, qui était plus proche de nous. Et il y a une personne voilà, qui nous aiguillait un peu et qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, vous devriez regarder les câbles. Et donc moi je rentre au studio et j'avais 2 designers à l'époque, produits, et je leur dis on va faire des câbles de charge. Et c'était pas la foule, c'était pas la folie dans le bureau, il n'y avait pas une espèce d'excitation, parce que c'est vrai qu'un câble de charge pour un designer produit c'est assez limité. Et en fait on a fait un petit scénario d'utilisateur vraiment classique où on se dit ok, aujourd'hui l'iPhone il vient avec un câble, il se casse. À l'époque Johnny Ive avait cette passion pour ce qu'ils appellent le Elephant Skin, donc c'était cette petite skin en silicone qui était sur les câbles à la base des écouteurs d'iPod. Et donc c'était tellement fort dans leur design language, l'iPod sur l'iPhone, qu'ils avaient gardé cette gaine en silicone qui était très fragile mais très douce sur le câble. Du coup les câbles ils se cassaient très facilement, et ça a été une opportunité pour nous parce que les gens avaient racheté des câbles. Et donc, leur premier besoin, c'était la durabilité. Donc, on a identifié ça très vite. Durabilité, donc on a fait des câbles gainés en nylon, qui sont aujourd'hui d'ailleurs, qui sont plus nylon, qui sont en PET recyclés maintenant, des nouvelles gammes. D'accord. Et donc, on a fait des câbles qui sont garantis à vie. Donc là, on s'est vraiment concentré sur la durabilité. On peut, tous les bending tests avec les ingénieurs, on voulait exploser tous les tests possibles de bending. Ça, c'était un aspect. Et ensuite, le deuxième aspect, on s'est dit, la longueur. C'est vrai que souvent, le câble qui vient avec l'iPhone, il fait 1 mètre. Il est souvent un peu court. Si tu charges notamment à l'hôtel ou dans ta chambre, si la prise n'est pas à côté de ton lit. Donc, on a commencé à allonger les câbles. On est allé jusqu'à des câbles de 3 mètres, qui étaient à l'époque des formats assez grands. Et c'est vrai que c'est assez pratique pour pouvoir utiliser ton téléphone pendant que tu le charges, ou ton iPad pendant que tu le charges. Tu as la liberté de pouvoir un peu te déplacer. Et le troisième point qu'on avait identifié, c'est le fait que le poids du câble fait que le câble tombe tout le temps par terre. Donc on avait des stats, on savait que 90% des gens, 91 à l'époque je crois,
charger sur leur table de nuit à côté de leur lit. Donc ça, c'était un user scénario assez simple. Le câble donc sur la table de nuit est en permanence par terre, et donc les gens cherchent leur câble le soir par terre dans leur lit, ou parfois derrière la table de nuit. D'ailleurs, Igor faisait ce retour, lui il avait les tables de nuit en fait. C'est toute ta vie, voilà, comme la vie de beaucoup de gens. Et Igor, il avait des tables de nuit, pour l'anecdote, à l'époque, il avait des tables de nuit en béton, s'il s'était fait faire, je sais pas, des tables de nuit assez jolies en béton, un truc un peu sur mesure, il vient du mobilier. Et donc il me disait, c'est l'enfer, mon câble il tombe derrière, je dois tirer, machin. Donc on avait vraiment ce truc là en tête. Et là on s'est posé, on a fait plein de solutions, des magnets, des poids, on regardait, on disait, tiens, il y a des gens qui posent un livre sur leur câble, comment est-ce qu'on peut essayer de faire un objet avec ça? Et on a trouvé le nœud de Touline qui a été développé par les marins, je sais plus l'année, mais ça remonte à 300-400 ans, donc à l'époque de la marine, 17e siècle, 18e siècle, j'en sais rien. Ils lançaient leur corde sur le quai, et en fait le poids de la corde faisait tomber de la même manière la corde à l'eau. Donc ils ont fait ce nœud qui est un lest, en fait, qui est un gros nœud, qui est un lest, et qui permet de lancer sa corde et qu'elle reste posée sur le quai. Et du coup, on a repris cette analogie-là, on a repris le nœud de Touline qu'on a fait avec le câble, qui est en fait pas un vrai nœud, qui coulisse. À l'intérieur, il y a un petit point en métal, mais visuellement, on a cette impression-là. Et on a lancé ça. Et ça, c'est vrai que il est vieux, ce produit, hein. Je parle d'un truc qu'on a lancé en 2014. Hein. Ouais. Le site a craché. On a eu 2-3 articles, dont CNET aux États-Unis. Le site a craché, c'était phénoménal. On avait 300 000 vues dans la nuit sur une vidéo qu'on avait fait avec notre graphiste à l'arrache. Enfin, c'était vraiment en mode startup bidouillage, quoi. Et je l'aime bien, ce case study, parce que pour moi, c'est une forme d'innovation avec finalement très peu de coûts de développement, de technologie, quoi. Et on a réussi à prendre de la place, prendre des pegs sur cette catégorie à des géants, voilà, certains de nos concurrents comme Belkin, qui étaient très gros, qui sont encore très gros, qui ont d'ailleurs été rachetés par Foxconn, qui est un partenaire d'Apple, mais finalement avec une idée. Et donc ça fait vraiment partie du design. Quand tu parlais des design language, de l'éthos, de nos valeurs, ça fait vraiment partie de ce qu'on essaye de faire. Des petites idées un peu smart, clever, qui vont faire la différence dans l'usage. Des matières, souvent naturelles ou recyclées, donc sur la partie cyanède. Et après, dans l'esthétique, une approche très brutale, très très minimale, on enlève au maximum. Souvent, je dis aux équipes, enlever, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et après, on rajoute juste 1 ou 2 détails. Voilà, pour avoir Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Moi, c'est vrai que cet exemple, il est vraiment marquant de se dire d'aller chercher de l'inspiration dans la marine. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai aussi été marqué par la lanière en cuir autour pour plier son câble, hyper chic, hyper smart et tout, versus ce qu'on a tous pu connaître, le scratch noir un peu moche. C'est pareil. Après, alors là, c'est un peu plus standard, mais c'est vrai que ce que tu disais, d'aller chercher dans d'autres industries, on le fait beaucoup, on essaye de le faire encore, que ce soit dans la mode ou dans le sportswear, beaucoup. Finalement, je parlais la personne que j'ai rencontrée qui travaille chez Puma. J'ai pas mal de potes de promo, parce que mon école est assez connectée chez Nike, chez Adidas et chez Decathlon en France, qui embauche beaucoup de designers. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à aller chercher, juste des bonnes idées à aller chercher en changeant d'industrie, quoi. Et donc, tu le dis, la tech, les gens qui font de la tech, s'ils doivent faire une ceinture pour un câble, pour faire du cable management, ça va tout de suite être du velcro ou des magnets. C'est ça, voilà, les premières choses qui vont sortir, du silicone avec des magnets, du velcro. Et en fait, c'est vrai qu'en allant chercher, en regardant un peu ailleurs, j'ai un bon exemple qui me vient en tête là aussi sur de la charge sans fil. Quand Apple a introduit donc le wireless charging, donc le standard Qi, ils nous ont donné un set de guidelines pour les third parties, pour nous, les fabricants d'accessoires, qui étaient approuvés, qui étaient dans leur réseau. Et donc, il fallait que ce soit
légèrement surélevé. Donc, quand on pose le téléphone sur le chargeur, la surface de charge soit légèrement surélevée pour qu'il y ait un peu de ventilation, parce qu'il y a un gros enjeu de régulation de température quand sur la charge sans fil. Si ça monte en température, ça baisse la charge. Il fallait que ça soit un peu grip, que ce soit un peu agrippant pour pas que le téléphone il fasse ce qu'ils appellent qui travel, qui se déplace la nuit avec les vibrations. Tu sais, quand tu as les notifications, s'il se déplace, et du coup, il perd le point de charge. Le chi, c'est à l'époque, il n'y avait pas encore le MagSafe avec le magnet pour le bloquer. Donc, s'il se déplaçait, tu perdais le point de charge. Et du coup, on s'est posé comme ça et on disait, bon, ok, on va faire une base de charge. Il faut qu'il y ait du grip, il faut qu'il soit surélevé, mais le moins possible, parce qu'il faut que ce soit le plus proche pour pas avoir de déperdition. Et on est allé chercher une technique qui s'appelle le PU casting ou silicone casting, qui est vachement utilisé dans les chaussures de foot. D'accord. Je sais pas si tu vois le textile qui est sur le upper, donc sur le haut des chaussures de foot. Ouais. Pour ajouter du grip, ils viennent mettre comme une impression un peu silicone ou des textures en silicone, soit des petits points pour apporter du grip. Donc on a récupéré cette technique-là que j'avais connue par des potes qui bossaient à l'époque chez Adidas d'ailleurs. Et on a fait un petit motif d'inspiration japonaise qu'on a posé dessus, mais très minimaliste à la Native Inut qu'on a posé dessus. Et ça a été pareil, ça a été un des gros succès chez nous avec voilà, une petite idée simple, encore une fois, elle est piochée dans une autre template. Tous les produits, je préfère le dire, parce que là, je parle de 2 succès. On parle toujours des succès. Tous les produits qu'on lance ne sont pas toujours des succès. On a fait des gros fours aussi. Ça nous arrive de se passer complètement à côté. Ouais, bien sûr. Et tu vois, moi, c'est pour ça que quand je t'avais envoyé l'invitation et tu me disais, mais bon, t'es sûr que j'aurais des choses à dire dans ton podcast parce que je suis un peu plus digital. Ben, je te disais, bah oui, parce que en fait, l'objectif du podcast, c'est aussi de pouvoir inspirer les gens du digital sur ce qui se passe peut-être ailleurs, la façon de faire, et peut-être que ce podcast va pouvoir inspirer des gens et vice-versa. Donc, ouais, j'espère. Écoute, trop bien. Et donc, raconte-moi, là, on a parlé du produit, de ce que vous avez fait, mais l'équipe grandit, j'imagine. Toi, tu prends ce rôle de directeur. Ouais. Quels sont les gens que tu vas recruter et puis je dirais les compétences que vous avez. Et tu me disais que là, depuis peu aussi, il y a des sujets un peu de digital qui arrivent. Donc voilà, raconte-moi un petit peu comment l'équipe elle évolue. Et puis toi, en tant que manager, c'est pas si évident de passer du contributeur individuel dans son studio avec toutes ses idées, toute sa créativité, à manager des créatifs. Ouais, non, c'est pas du tout évident. T'as raison de le mentionner. Moi, en tout cas, j'avais pas été préparé à ça. Et j'ai vécu l'arrivée dans une startup. Si tu veux, mes premières expériences professionnelles, que ce soit en stage ou en alternance, c'était plutôt des grosses sociétés. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'Acer, où il y avait Sagem avant, à l'époque où Sagem faisait des smartphones. Et donc finalement, tu es concentré sur un tout petit aspect, même dans une équipe design. Souvent, c'est des équipes design avec 2-3 studios, beaucoup de designers. Un tout petit aspect dans le produit. Après, je suis arrivé dans l'univers startup où je me suis retrouvé jeté et j'ai adoré ça. Dans Native Inut où il fallait tout faire et j'étais tout seul au début, enfin pas tout seul d'ailleurs, il y avait rapidement une graphiste qui m'a rejoint, Gigi, une graphiste espagnole et tout ça, mais on faisait tout, c'est-à-dire que je lançais, on récupérait les briefs, on se faisait des idées produits, on essayait de discuter avec les commerciaux et on faisait les premiers dessins, je faisais les 3D, parfois je faisais même les photos alors que je suis pas du tout photographe. J'allais en usine avec les ingénieurs pour essayer de comprendre, t'es un peu au four et au moulin, comme on dit, t'es sur tous les tableaux. Ouais. Et ça, c'était la première phase où on rushait pour faire plein de produits et il fallait survivre au début, faire des produits et faire grossir la marque. Et après, je pense 2015, c'est le moment où vraiment j'ai essayé de step back et de prendre du recul, pardon. Et je fais mon Jean-Claude Van Damme et essayer de structurer une équipe et de m'appuyer un peu plus sur des éléments forts en dessous. Je pense que comme tous les designers, les premières années, c'est difficile il y a cette espèce d'envie de prendre la souris. On a l'impression que en fait, ça va prendre plus de temps d'expliquer à quelqu'un ce qu'il faut faire ou de déléguer que finalement le faire soi-même. Donc il y avait cette phase-là qui est un peu délicate. Et en fait, très rapidement, il y a des super talents à Hong Kong là-dessus. J'ai eu de la chance. On a créé un partenariat avec une école de design, Hong Kong Technical University, qui est super. Et du coup, on a des gens très talentueux qui sont arrivés. Et en fait, pour moi, ça a été un vrai plaisir de découvrir cet aspect-là management.
de recruter des gens qui étaient du coup avec des vraies qualités et de passer plutôt dans un mode d'aiguillage, donc les aider à prendre des décisions. Finalement, tu te retrouves dans une situation où tu as 4, 6, 8 mains au fur et à mesure que l'équipe grandit. Ah bah, au lieu d'essayer de prendre la souris et le faire toi-même, tu te rends compte que aujourd'hui, là, je suis rentré en France, on avait un studio en France, j'ai embauché un super mec de mon école, Guillaume, qui est très fort en 3D, qui est très fort en animation, très fort sur Blender et tout ça. Aujourd'hui, bah, la question se pose même plus, c'est-à-dire qu'il est meilleur que moi techniquement, plus rapide, euh, et en fait, moi, ma valeur ajoutée, elle est ailleurs, et quelque part, c'est bien aussi. Mais ouais, Oui, c'est heureusement, c'est chacun. pas évident. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait poser la question. Le premier studio que vous créez, il est à Hong Kong. Au début, c'est une histoire un peu d'Européens à Hong Kong. Et au C'est vrai, final tu me c'est dis, vrai, on m'en parlait, ouais. vous recrutez des gens des Hongkongais. C'est comme ça, j'imagine. Ouais, C'est ouais, ça? c'est au Et Poké, ouais, la première équipe. C'est marrant parce qu'il y a un peu des a priori sur les créatifs à Hong Kong. Hong Kong, c'est une ville très business d'accord. et ingénierie, opération, parce que du coup, c'est proche de la Chine. Donc, il y a beaucoup de profils sur la logistique, l'ingénierie, et puis après, le business, la finance. Ouais, c'est une plateforme de la finance, évidemment. Et en fait, on ne parle pas trop de tous les profils créatifs. C'est vrai que c'est moins commun. Il y a un peu cette image dans la communauté d'expat. Moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que la première équipe, j'avais une graphiste espagnole, j'avais le pro designer que j'ai recruté, c'était un anglais. Voilà, on a tendance à aller chercher sur des profils internationaux. Et de fil en aiguille, bah, notamment avec ce partenariat, avec cette école dont je te parlais, j'ai découvert ouais, un pool de talents incroyable de Hongkongais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% de mon équipe elle est plutôt hongkongaise, en tout cas l'équipe qui est toujours à Hong Kong. Ouais. À Paris, bien sûr, il y a plus de Français. Mais oui, je me suis appuyé plutôt des ressources Et, de gens qui étaient sur place déjà. et ça, tu voyais une différence parfois j'imagine peut-être dans les solutions trouvées, Ouais, pas vraiment. En fait, bien sûr, il y a des ou généralités. non, au final, c'est assez lisse mondialement sur Ça, certains points, quoi. En en même fait, temps, la roue elle En fait, tourne chez tout le monde de la je même façon. pense qu'il y a 20 ans, tu avais des vraies spécificités culturelles sur la création. Peut-être que je dis une grosse bêtise là, mais je ne veux pas Ouais. faire des leçons sur des sujets que je connais mal. Et je me dis que peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait des vraies spécificités culturelles entre un designer chinois, un designer japonais, un designer français, américain. Parce qu'on vivait un peu plus voilà, dans un Ouais, il y avait pas écosystème moins local. Internet, c'était Exactement. moins connecté. Ouais. Aujourd'hui, tu as Behance, tu as tous les blogs, on a tous les mêmes sources en fait. Peu importe où tu sois basé, c'est plus des questions d'affinité. Donc après, bien sûr que quand j'allais chercher des talents pour rejoindre l'équipe, j'essayais de trouver des gens qui allaient fitter, qui allaient comprendre la direction, qui allaient comprendre ce qu'on faisait. Mais peu importe que tu sois hongkongais, anglais ou espagnol, au final, si tu as cette affinité-là, si tu as un peu les mêmes références, et si tu comprends la direction. Non, après oui, dans les grandes généralités dont on parle souvent, le système éducatif à Hong Kong fait que les gens ont plus de difficultés à prendre des initiatives, ça c'est vrai. Il Mhm. n'y a rien de stigmatisant à dire ça, c'est un fait. Ouais. C'est-à-dire que nous, pour moi, l'extrême opposé, c'est les Américains. On a ouvert un bureau à Los Angeles, on a eu l'occasion d'en parler, ça a été un échec. C'est vrai, on en avait parlé, Et quoi, un ouais, peu. ça a été un choc culturel pour moi aussi, l'Amérique. J'ai jamais vécu aux États-Unis, mais du coup, les Américains, ils sont très très forts là-dessus, sur la prise de parole, les prises de position, etc. Et c'est vrai que bah, à Hong Kong, oui, c'est un fait. Les gens vont moins prendre l'initiative, moins prendre la parole, moins se mettre en avant. Ouais, peut-être un peu exubérant ou. Voilà, ça va être un Ok. peu plus. Il y a une culture, c'est vrai, un peu plus d'exécution militaire, et de moins challenger le boss, quoi. De moins challenger le boss, alors qu'en France, on aime bien challenger le boss, mais c'est très bien aussi. Mais du coup, il faut arriver à créer un environnement où les gens se sentent à l'aise et casser ça d'entrée, leur dire ici, voilà, c'est un environnement où chacun a sa voix, chacun a son mot. Si je te dis quelque chose, peut-être que je dis une énorme bêtise. Et si tu penses que c'est une énorme bêtise, le fais pas parce que je suis ton boss, mais vas-y, on en discute. Et voilà, il y a un Ouais, peu ça donc, à casser. Il y a un peu ça à casser, c'est vrai, avec. il y a ça aussi, toi, à intégrer dans ta manière de discuter avec eux, de demander ben, Bien sûr, ouais. parce que tu fais une demande, une requête, tu vas le faire différemment Bien sûr. dans Ouais. tout studio. Non, non, pas Vous allez vraiment. faire, non? Après, maintenant, peut-être que vous vous connaissez peut-être plus. Ouais, maintenant, après, alors l'équipe design, elle est assez petite, on n'a pas trop parlé de la taille, mais aujourd'hui, Native Union, on est une soixantaine, je pense, 40, ou peut-être, ouais.
On a un peu aussi une soixantaine. On va dire qu'il y a un peu plus de 40 personnes à Hong Kong, et le gros de l'équipe, c'est toujours le headquarter. À Paris, on est une dizaine. Et après, il y a un peu des gens en remote un peu partout. Et l'équipe design en soi, aujourd'hui, moi, j'ai une partie marketing, une partie design produit, design graphique, contenu. L'équipe design produit, concrètement, c'est 3 personnes plus moi. Donc, c'est quand même une équipe assez réduite. Dans ces 3 personnes, il y a 2 Hongkongais et un Français. Donc, Martine, Guillaume, qui sont à Paris avec moi. Donc, Guillaume, dont je te parlais, que je viens d'embaucher. Martine, c'est le premier designer que j'ai embauché à Hong Kong. Donc, c'est un Hongkongais. Enfin, c'est pas le premier, pardon, c'est le deuxième après l'anglais, donc je parlais tout à l'heure. Donc, deuxième designer. Et il est avec nous depuis, il a fait toute l'aventure. Et il est venu s'installer à Paris avec sa femme. Donc, il a fait l'expatriation inverse. Moi, j'étais expatrié à Hong Kong, je l'ai fait venir. Maintenant, lui, il est expatrié à Paris. Ok, trop bien. Donc, ouais, on se connaît tellement qu'en fait, enfin, il n'y a plus de sujet de nationalité. Culturel. Ça fait Ouais, 12 bien ans qu'on sûr. travaille ensemble, on se connaît. Comme il y a des différences entre Français, voilà, on fonctionne tous différemment, on a des personnalités différentes. Entre Et après, un, entre un Lillois et un Marseillais. ouais, c'est ça. Attention, moi je suis du sud de la France. Avant de faire des blagues sur les Marseillais, sache que je suis du sud de la France. Eh ben moi, sache que je suis pour l'OM, donc ça va. Ah, ok, moi je suis pas trop foot, moi je suis plutôt rugby, donc ça m'importe peu la guerre à l'OM Marseille. Ouais, mon PSG. Euh, Euh, ouais, donc ouais, ça, les spécificités culturelles, écoute, c'est vrai, ça fait partie du paysage de Hong Kong. Au final, ça s'est vite gommé, en tout cas chez nous, dans notre organisation. Et aujourd'hui à Hong Kong, c'est 80%, 90% de Hongkongais, l'équipe, hein. ok. Et justement, tu me parlais des États-Unis. J'imagine que vous y êtes allé pour vous rapprocher d'Apple, pour. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, premier client, premier marché, hein. La France, par exemple, si je donne un exemple, la France, c'est tout petit, c'est moins de 10%, même Ah oui. probablement plus proche de 5% de notre chiffre d'affaires. Et donc, ça reste les États-Unis qui apportaient la croissance de la marque, et notamment Apple et les réseaux Apple, parce qu'il n'y a pas que Apple Store. Après, il y a tous Bien les sûr. réseaux Apple qui s'appellent APR, les resellers d'Apple. Mais oui, bah, du coup, ça a été logique d'ouvrir un bureau là-bas pour se rapprocher de notre plus gros marché, monter une équipe commerciale. On a essayé de monter une équipe e-commerce. Donc à LA, on est monté, on est jusqu'à 17 personnes à LA. Ouais, quand même. Donc c'était quand même un assez gros bureau avec des coûts, des salaires qui sont assez importants. Ouais, qui sont. Des différences culturelles qui sont assez importantes aussi. Et puis après, on est rentré dans une phase, comme toute société, on a eu des phases de boost, d'accélération forte, de croissance forte, et puis des phases de ralentissement un peu plus difficiles. Et quand on est rentré pré-Covid, dans toutes les difficultés liées au retail, on était bien exposé sur le retail aux US. Ouais, bien Puis sûr. après, toutes les difficultés de logistique, je ne sais pas si tu as suivi, mais après le Covid, il y a eu une Oui, explosion du coût de la logistique, ça a été très compliqué. beaucoup Donc, de choses qui étaient bloquées en Chine parce que. ouais, Ouais. les prix des containers ont explosé, donc il y a eu tout le commerce international s'est un peu grippé. Et à ce moment-là, alors nous, on a eu la chance, on était une société qui était plutôt saine. Igor, il gère cette société en bon père de famille, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout agressif sur les croissances, etc. Du coup, on avait de la trésor, on a quand même réussi à passer ce cap-là de manière plutôt bien, comparé à certains de nos concurrents qui ont eu plus de difficultés. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Mais on a quand même dû faire des choix à ce moment-là, se mettre à l'abri. Et un des choix, ça a été de fermer le bureau des États-Unis. Ouais. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, on a fait marche arrière sur les US, mais ça a été une super expérience. Moi, je l'ai vécu à distance. J'étais à Hong Kong à ce moment-là, je faisais des allers-retours. Donc, j'y allais régulièrement voilà, pour voir les équipes, pour rencontrer Apple aussi. Ça, c'est une expérience qui est toujours sympa d'aller. Ouais, alors raconte-nous parce que c'est un peu le. Tu sais, on a l'impression que c'est le Mordor positif, j'allais dire, mais c'est un peu l'endroit où on peut pas. Ouais, Où on n'arrive pas à rentrer, etc. C'est pour tous ceux qui sont sur. alors moi, j'y allais peu, hein. Je suis pas commercial, c'est pas mon rôle dans la société. Mais j'y allais de temps en temps, peut-être une fois par an avec Igor ou avec nos équipes en local, de conversion en local, pour s'il y avait des meetings plus axés produits. Une fois, on a été invité par l'équipe design, c'est de ce dont je te parlais, ça c'était un big deal. L'équipe design chez Apple, donc Apple, bon, c'est un campus où il y a des centaines de milliers de personnes dans la grande
le Infinite Loop, enfin le nouveau Apple Park, là, l'anneau, je crois qu'ils sont 25 000 de mémoire, mais en fait, tout autour, ils ont des bâtiments, il y a des dizaines, il y a leur ancien HQ, mais il y a aussi tout un tas d'autres bâtiments, notamment Apple Store, ils sont dans des bâtiments autour. Donc, je sais pas, je crois que je dirais peut-être encore une fois une bêtise, mais je pense que c'est plus ou moins 100 000 personnes, ou c'est dans ces genres de niveau-là, en tout cas, de gens qui travaillent pour Apple, et l'équipe design, ils sont 20, quoi. Donc, tu vois, c'est une toute petite Ah équipe. oui, Ouais, c'est fou. Design produit, ouais, design c'est fou. industriel, l'équipe historique de Johnny Ive, ouais, ça, c'est une toute petite équipe. J'aurais imaginé ça justement énorme, mais Design ok. industriel, hein. Après, Ouais, ouais, bien sûr. toute la partie, je crois qu'ils appellent ça Human Interface, ou je sais pas, toute la partie Ouais, c'est interaction. ça, vraiment, C'est c'est énorme, hein. fabriquer ton Mac, c'est ouais, ok, ok. Partie industrielle, c'est une toute petite équipe. Et oui, on a eu la chance de les rencontrer, de leur présenter ce qu'on faisait, donc ça c'était cool. Donc sur ce genre de meeting, j'étais invité, ou quelques meetings spécifiques vraiment dédiés à des nouveaux produits, des lancements de nouveaux produits, ce genre de choses. Il faut savoir que Excellent. chez Apple, il y a un rôle qui est, je pense, assez unique. C'est le Apple Evangelist, donc c'est un évangéliste, vraiment. Sur sa carte de De visite, la, elle dit de ça. la secte, de la secte. Et en fait, le rôle de l'évangéliste, mais c'est génial, c'est que il va aiguiller les partenaires, parce qu'eux, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un écosystème d'accessoires de qualité, donc ils vont choisir des partenaires et ils vont les aiguiller avant les lancements des nouveaux produits, mais sachant que Apple a une culture de la Ah oui, confidentialité. Donc tu peux forcément, dire sans trop en dire. il y a des choses qu'ils peuvent dire, des choses qu'ils peuvent pas dire. Donc c'est des gens qui vont nous aider à nous aiguiller. Donc sur certains meetings, j'ai eu la chance d'être présent avant les lancements de gros produits, avant qu'ils soient publics, pour nous aider à développer les futurs accessoires. Mais ouais, c'est particulier comme environnement, mais ça reste architecturalement, c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ouais, Après, c'est tellement clean, tellement parfait, tellement propre que ça peut être un peu angoissant pour certaines personnes. mais, ok. mais ça reste un univers qui est Mais oui, et puis de se sentir validé par une marque aussi importante en termes de design. Je pense que c'est même l'une des marques les plus importantes en termes de design dans le monde. C'est quand même. Ouais, ouais, je sais Ouais. pas si c'est. Après, moi, j'essaye de pas trop les glorifier. Je devrais pas dire ça sur un podcast public. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on bosse avec eux, et donc il y a les bons et les mauvais côtés aussi de bosser avec Apple. Il faut pas s'imaginer que c'est Mm. facile. Il y a des points, voilà, c'est une grosse machine avec beaucoup de gens, des décisions très complexes. Donc ouais, il y a des choses qui marchent très bien. Moi, j'ai jamais été en admiration dans Apple. Finalement, je suis pas très tech. D'ailleurs, ça fait marrer Igor parce que souvent, je suis le dernier à utiliser certains de nos produits dans la boîte. Mais mais ça reste un endroit qui est assez fascinant. Voilà, Silicon Valley en général, et le HQ d'Apple particulièrement. Et donc maintenant, vous avez créé. Donc d'abord, tout se passe à Hong Kong. Tu es revenu à Paris. Ouais, J'imagine aussi pour des raisons peut-être familiales, mais vous avez créé un studio aussi à Paris. ouais, Euh, qui est pas qu'un studio, hein, qui est un bureau. Donc, je qui sais a un pas, bureau. quand l'équipe a grandi, enfin, moi, je me suis occupé de la partie produit marque. Après, il y a d'autres éléments qui sont arrivés quand on s'est mis à structurer. Là, quand je t'ai dit, on s'est posé, on a structuré. Sur la partie commerciale, notamment, il y a un autre Français qui est arrivé, Jean, Trop bien. qui lui prend toute la partie revenu et vraiment se focus sur la partie stratégie, voilà, mix channel, revenu, et c'est plutôt le monsieur chiffre du groupe. Ok. Et donc, Jean, il est rentré aussi en France, un an après moi. Donc, en France, lui, il est basé en remote dans le sud-ouest, à Biarritz. Il fait les allers-retours. Mais du coup, il a une partie de son équipe commerciale qui est aussi à Paris pour gérer l'Europe. Et on essaye de développer l'Europe, de diversifier, justement d'être moins dépendant des US. Et donc, Mhm. voilà. À Paris, il y a les deux. Il y a à la fois un petit showroom en bas pour recevoir des clients et montrer les nouveautés produits. Il y a l'équipe créa, partie produit. J'ai une personne sur la partie animation de communauté, tu vois, community management, etc., qui est aussi à Paris. Après, toute la partie graphique, contenu, ingénierie, développement, tout ça, évidemment, marketing produit, tout ça, ça reste à Hong Kong. Ok. Et justement, un des points que vous avez développé et que peut-être au départ vous n'aviez même pas pensé en tant que relais de croissance, c'est les collaborations avec des grandes marques. Euh, Ouais, 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 ça, c'est arrivé. Bah, c'était une des raisons aussi de l'ouverture. Oui, pardon, j'ai pas fini ta question. Une des raisons de l'ouverture du bureau à Paris, il y avait effectivement du perso. Donc j'ai rencontré ma femme à Hong Kong, on a eu des enfants et on a eu envie
se rapprocher de la famille. Et après, il y avait aussi, de fil en aiguille, après Apple, le développement dans les réseaux tech, les origines de Native Union, c'était plutôt, tu sais, les department stores, les design stores. À la base, on vendait plutôt au tout début chez Oui, Colette à Paris, Le Bon Marché, pour donner des exemples Paris français. tout à Et fait. donc, il y avait quand même ce côté un peu design lifestyle. Et Mhm. donc, on a naturellement, j'ai envie de dire, été approché par d'autres marques qui voulaient faire des collaborations sur nos types de produits, donc de la tech. Et notamment Berluti, qui était la première marque, on va dire, de luxe du groupe LVMH qui nous a approchés. On est toujours en collaboration avec eux, ça doit faire 6 ans, bientôt 7 ans maintenant, quand chaque année on fait une collection avec eux. Et c'est hyper intéressant donc d'aller chercher leur savoir-faire. Ils ont un vrai savoir-faire sur le cuir et la platine de cuir, vraiment matière. Nous, on va plutôt apporter notre connaissance marché, les aider à arriver avec les bons produits au bon moment. Et puis respecter tout leur cahier des charges qualité et les contraintes qu'ils peuvent avoir autour. Voilà, parce qu'on est en gamme de prix sur des produits, on n'est plus du tout dans le même marché. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui, on travaille avec plein d'autres marques du groupe et pas que. Alors, je peux techniquement pas les nommer, mais on va dire une dizaine de marques de luxe français, de grandes maisons de luxe françaises, Ouais. mais sur lesquelles on n'est plus du tout visible. En fait, on a diversifié l'offre. On a notre marque Native Union et puis on a une offre d'accompagnement pour des marques. D'ailleurs, c'est pas que des marques de luxe, hein. On a des marques de mode, voilà, qui souhaitent. C'est quand même toujours plutôt premium parce que nous, on se positionne. Enfin, les produits qu'on fait sont plutôt sur des gens qui ont envie de faire de la qualité. Mais on va les accompagner sur faire ce qu'ils appellent des études techniques. Donc concrètement, c'est des coques d'iPhone, des coques d'AirPods, du gainage, beaucoup de gainage de cuir. Après, on travaille avec une maison qui fait beaucoup d'aluminium. Mhm. Voilà, donc, mais voilà, c'est en fonction après des spécificités de chacun. Ouais, Euh, ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que quand tu es une marque de, de lifestyle global, tu as certes les vêtements, mais aujourd'hui, la coque de son iPhone, les différentes coques dont tu parlais, les câbles, bref, tous les accessoires tech, ça devient aussi un accessoire de mode. Et oui, donc, euh, là, tu portes un casque aujourd'hui pendant cet enregistrement. Voilà, et nous, on fait un peu d'audio, mais on fait pas de casque. Mais oui, c'est des éléments de style fort, des éléments de statut, une base de charge, un chargeur sur son bureau finalement posé. Avec Berluti, on a fait des très beaux chargeurs sans fil gainés de cuir, avec une base en titanium, des trucs vraiment, vraiment à haut de gamme. Et c'est vrai que c'est des beaux cadeaux, c'est des beaux objets à poser sur un bureau statutaire visible. Souvent, dans les premières discussions, justement, je reviens à Igor et au mobilier et tout ça, on se disait, mais en fait, les gens n'achètent pas une lampe à poser sur leur bureau parce qu'elle éclaire mieux qu'une autre. Ils vont acheter une bien lampe sûr, parce que c'est le ça style, un élément de style, ça va dire quelque chose à propos d'eux-mêmes, ça va s'intégrer dans un intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les accessoires tech, que ce soit les chargeurs ou tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner la tech, s'intègre pas très bien dans nos intérieurs. Donc nous, on essaye d'apporter ça, soit avec notre point de vue chez Native Union, donc très minimal, matière naturelle, soit on accompagne d'autres marques avec leur point de vue. Et c'est ça qui est sympa en termes de pour les design, c'est que là, on doit s'adapter au point de vue des différentes marques, à leurs spécificités, cahier des charges techniques, matière. ouais, Et ouais, donc là, j'imagine il y a quelques déplacements. On va voir un petit peu comment ça se passe dans les usines, dans les ateliers de fabrication de certains, quand vous pouvez, quand il y a le temps. Donc, après, il y a certaines, en c'est fait, intéressant. il y a certaines maisons qu'on va accompagner. Alors, on va peut-être parler de la Chine après. Je sais pas si on a Ouais. encore du temps. Certaines maisons qu'on va accompagner complètement, c'est-à-dire que depuis le bureau d'études, la définition des collections, Ouais. le dessin, la partie technique et la fabrication, sachant que nous, nos lignes de production, elles sont en Asie. On est en train d'envisager des lignes de production au Portugal, peut-être en France, etc. Mais c'est un projet, ça avance doucement. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que notre savoir-faire industriel, il est vraiment en Asie, Sud-Chine. Et après, pour certaines maisons qui refusent le Made in China pour des raisons marketing que je comprends, parce que c'est associé à de la mauvaise qualité, etc. Eux, on va faire le développement, les dessins techniques, l'accompagnement, et en fait, on va finaliser la production dans leurs ateliers. Donc en Espagne, en Italie, en France. Donc effectivement, il y a une collaboration qui est intéressante, ouais, qui est intéressante, Et, qui est rafraîchissante pour nous. et justement, ce retour d'expérience sur le Made in China, après, on va en discuter, mais c'est ce qui vous fait vous poser des questions sur potentiellement créer quelque chose en Europe, pour à la fois, parce que bah, vous avez toujours été aussi dans cette vision assez
assez éthique et du local, ça vous permet de créer un peu plus de local par rapport aux produits que vous produisez. Et j'imagine aussi Ouais, ça, avoir c'est des délais de livraison. Non, même pas? pas trop le local. En fait, nous, on a une marque globale. Je te disais, Ouais. donc en fait, si on devait regarder nos plus gros marchés aujourd'hui, ce serait les US, après on a la Scandinavie qui est très forte, mais c'est un peu éclaté. On a le Japon qui est très fort, Hong Kong évidemment. Donc, on n'a pas vrai. Enfin, c'est difficile d'avoir du local. Aujourd'hui, on va faire des efforts, beaucoup d'efforts sur la logistique, le warehousing, pour avoir des warehouses locaux, faire le moins d'avions possible en termes de livraison, le plus de bateaux, parce que c'est ce qui est l'empreinte carbone la plus faible, de stocker les produits au plus proche des marchés pour limiter l'impact carbone de toute la chaîne logistique. Donc ça, c'est un vrai travail sur lequel on s'est... Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt Igor et les équipes à Hong Kong. Moi, je suis pas impliqué, mais qui fait vraiment partie des enjeux pour nous. La partie production, aujourd'hui, c'est logique, si tu veux, nous, notre headquarter, il est à Hong Kong, à 2 heures de train, encore une fois, il y a les usines. C'est logique de rester. Et surtout, il y a un savoir-faire à Shenzhen et Greater Bay, ce qu'on appelle Greater Bay, donc toute la zone derrière la frontière de Hong Kong, à Shenzhen-Dongguan, parce que ça fait 20 ans que des géants de la tech balancent des millions, des milliards de dollars dans cette région pour développer des produits et créer des produits. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait nos produits en Chine, c'est pas parce que c'est moins cher. D'ailleurs, ça n'est plus bon marché de développer des produits en Chine. Il faut le savoir. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a un talk de Tim Cook qui tourne pas mal en ce moment sur Internet, en short partout sur les réseaux. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Où il dit ça. Il dit en fait la raison pour laquelle Apple produit ses produits en Chine, enfin à Shenzhen, c'est pas parce que c'est moins cher, parce que aujourd'hui c'est pas vrai. C'est cher de développer des produits sous Chine. Euh, c'est parce que il y a un tissu industriel, une richesse industrielle, il y a des outils industriels qui n'existent nulle part ailleurs. Il y a des talents, il y a une concentration. Donc dans ce fameux talk de Tim Cook, qui dit si aujourd'hui j'ai un problème, je sais plus ce qu'il prend comme problème, mais je vais dire par exemple, nous dans notre cas, de l'injection plastique de l'outillage, donc des gens qui sont des mechanical engineers qui vont dessiner des outillages pour faire de l'injection plastique ou de l'assemblage électronique, c'est peut-être plus pertinent d'ailleurs, si je prends l'exemple français. Donc, et que je vais réunir tous les experts, j'ai un problème là-dessus, je vais réunir tous les experts sur ce problème pour résoudre le problème le plus rapidement possible en France, à Paris, bah, je vais probablement réussir à réunir, je sais pas, 100, 150 personnes qui ont vraiment un niveau d'expertise avancé sur ce sujet. Si je fais la même chose à Shenzhen, je vais remplir le Stade de France où je vais avoir 80 000 personnes. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Shenzhen, c'est une concentration de gens qui sont ultra spécialisés sur le hardware et notamment la tech, hein, parce que c'est vraiment la tech, c'est là où il va y avoir les sièges sociaux de Huawei, BYD, tous les géants de la tech chinois, et plus tous les fournisseurs des gros géants industriels étrangers, puisque Foxconn, pour les citer, mais ces gros lignes assembleurs finalement d'Apple et des autres sont aussi là dans la région. Donc, Comme tu dis, avec des milliards injectés tous les ans sur la région. Donc, moi, souvent, je dis à mes clients, sur la partie accompagnement de marque, quand il y a des blocages sur le Made in China, c'est vrai que la Chine, c'est grand. Il reste des zones de la Chine qui sont peu développées et qui font encore de la production à bas coût, notamment dans le nord, dans l'ouest, etc. Mais voilà, tout ce qui est autour des grands centres industriels, donc Greater Bay, Shenzhen, je leur dis, mais venez avec moi. Et d'ailleurs, on en a invité certains, notamment les équipes de Berluti sont venus avec nous, on les a accompagnés en Asie lors d'un tour et tout ça. Et c'est vrai qu'ils se rendent pas compte, c'est des chaînes qui sont automatisées avec beaucoup de robotique. C'est des usines, on peut manger par terre tellement que c'est propre et c'est clean. Voilà, c'est plutôt à la pointe de la technologie et on arrive à faire dans ces endroits-là des produits avec des niveaux de tolérance qu'on n'arrive pas à faire dans des ateliers ailleurs, traditionnels, en tout cas plus difficilement d'ordre. Je pense qu'en France, on a, encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je connais pas, moi j'ai mon point de vue, je connais dans mon industrie, je pense que c'est pas voilà, pertinent dans toutes les industries. Je pense qu'en France, on est très fort encore sur probablement l'automobile, probablement l'aéronautique, en Airbus, dans la région à Toulouse notamment. Il y a encore de l'industrie en France, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'industrie en France. Et en Europe en général. En tout cas, nous, chez nous, sur notre industrie, le savoir-faire, clairement, du hardware tech, il se situe là-bas. Ouais. Il se situe là-bas. Ouais, et en fait, ce qui est génial, c'est que tu vas avoir... ils sont tous interconnectés. C'est-à-dire que j'avais trouvé des gens en France qui sont capables de faire de l'injection plastique et tout, mais
tu vas injecter une pièce en plastique, après il faut l'assembler, tu veux faire le packaging, après tu as besoin, je sais pas, d'un élément en aluminium, tu as besoin de faire un passage en peinture, du coating, je sais pas, Oui, ils sont tous les uns à côté des autres, ils se connaissent tous, ça va très très vite. Et c'est vrai qu'il y a c'est ce tissu-là interconnecté qui fait la force de la région. Donc, non, aujourd'hui, pour répondre à ta question, on est encore très centré sur Shenzhen, même si on a certaines lignes qui se déplacent, au Vietnam, au Cambodge notamment, dès que c'est plus textile, parce qu'il y a une réalité où c'est des savoir-faire qui se déplacent un peu. Mais sur la tech, c'est encore sous Chine. Bon, bah, trop bien. Merci Fabien. On arrive sur la fin de l'échange. Ouais. Merci à toi pour ton temps. Et j'espère que ça a été pertinent encore une fois pour ton audience et que ça aura amené un autre point de vue sur le design. On a beaucoup parlé du design industriel du coup et peu du numérique, mais du digital, mais tant mieux parce que c'est pas là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Quoi, tu travailles pas sur Figma, tu sais pas? un peu, mais alors là vraiment, c'est pas là où je suis. Non, mais c'était super et c'est ça que moi je retiens en tout cas, plein d'idées ingénieuses, beaucoup dans cette vision d'en mettre le moins possible et à la fois de faire quelque chose de beau et qu'on ait envie d'utiliser et voilà, et qui a du sens. Ça, c'est ultra important. Donc, quand tu arrives à allier tout ça, bah, c'est un succès. Donc, et parfois, il faut passer par quelques échecs pour les avoir. Donc, ouais, on n'en parle jamais. C'est marrant, dans toutes les conférences et les talks, on parle jamais des échecs. Je devrais faire un spécialisé sur les échecs. Il y en a eu beaucoup des échecs. Mais après, on se concentre toujours en regardant en arrière plutôt sur ce qui a marché et tant mieux. Et pour l'instant, j'aurais juste deux dernières questions sur la partie un peu recommandation. Est-ce que toi, pour faire ta veille sur ton métier, est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux que tu suis? Est-ce que tu as un truc comme ça d'inspiration? Bien, Instagram. Je suis pas mal de marques. Je suis très peu actif sur Instagram, donc je poste quasiment rien, perso, etc. T'es le stalker, toi. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai très peu de potes sur Instagram. Okay. C'est plutôt boulot Instagram pour moi. J'ai plein de marques, plein de designers. Je suis plein de designers, plein de marques. Ok. Et ça, c'est ton feed. C'est ton feed que tu regardes d'infos entre guillemets, d'inspiration que tu vas regarder. Et après Behance. Behance qui reste aussi, je pense, la deuxième source. Après, quelques blogs, les traditionnels du design industriel, il y a un blog qui s'appelle Le Manouche. Enfin, c'est un site maintenant qui s'appelle Le Manouche qui est très bien. CMF aussi, mais oui, en gros. Très bien. Eh ben, super. Et la dernière question la plus complexe, est-ce que tu as un film et un album de musique à nous recommander? Ah, je l'avais pas préparé, celle-là, tu aurais pu me le dire en avance. Un film et un album de musique. Et justement, c'est pour que ça sorte comme ça, tu vois. En film, j'en ai un, c'est la machine de Turing. C'est sur la personne qui a inventé les origines de l'ordinateur et tout. J'ai beaucoup aimé. Et je l'ai vu en pièce de théâtre. Il a été fait aussi en pièce de théâtre au Festival d'Avignon. Moi, je suis originaire d'Avignon, donc j'ai découvert l'histoire au Festival d'Avignon. Et maintenant, j'ai vu le film qui est très bien. Et après, c'était quoi? Une musique? Un album. Plus qu'une musique. Un album. Moi, c'est un peu chef-d'œuvre. Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai mon point sensible. Je suis resté très old school sur le rap français fin des années 90, début des années 2000. Donc, s'il y en a qu'un, je dirais Paris sous les bombes, NTM. D'accord, ok. Eh ben super Fabien. On va aller regarder tout ça, écouter tout ça. Et puis, on continue de se suivre sur les réseaux. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Paul. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.